Dimanche 26 juillet, bonsoir à tous. On termine ensemble cette semaine d'actualité à la une de ce journal. L'ICE ne ravage pas seulement ses consommateurs, elle brise aussi les familles. Une mère témoigne de l'errance et des comportements violents de son fils trentenaire, mais aussi de son impuissance face à l'addiction. L'accompagnement des proches sera justement au cœur de l'entretien avec notre invitée, Cathy Godot, la présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Nous parlerons également consommation avec la grande coqueluche des réseaux sociaux, les squishies. Entre effets de mode et vertus anti-stress, le phénomène séduit grands et petits. À Punaouia, la mission Phoenix a plongé les tireurs dans un scénario grandeur nature. Défi à relever, progression tactique et fumigène, le parc Verheil a pris des airs de film d'action. Et puis une pause dans le temps avec une séquence de pêche à Rangiroa. Un rendez-vous incontournable du quotidien sur l'atoll pour refermer cette édition. Victimes collatérales de l'ICE, les familles des consommateurs se retrouvent souvent seules face à l'addiction de leurs proches. Désemparée par la situation de son fils trentenaire, une mère de famille a fait appel à la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Samti Naouri a recueilli son témoignage. Mon fils, il s'est retrouvé dans une situation que je n'ai jamais vue. Il hallucinait, il dormait pas la nuit, il erre dans la maison et je voyais qu'il y avait un problème. Alors pour moi, il fallait que je trouve de l'aide. Il a agressé son papa. Et puis après, on l'a mis dehors. Parce que il était ce jour-là, on ne pouvait pas le garder à la maison. Les familles qui ont ce problème-là, on demande que ça, que d'aider nos enfants, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être soignés, parce que ça ne va pas dans la tête. C'est difficile si tu as de la personne pour t'aider, c'est très difficile. Et c'est difficile pour nous, les familles, de se demander comment on fait. Parce qu'il y a un problème que tu vois, c'est ton enfant. Tous ceux qui ont ce problème-là, toutes les familles qui ont les problèmes, que leurs enfants ont ce problème-là, ils ont besoin d'un centre pour eux. On a besoin de ça. Comme ça, il y aurait ce centre-là pour les aider. Il faut les accompagner. On ne peut pas les laisser comme ça. Alors, moi, je demande à tous ceux qui sont concernés, c'est un problème. Il faut les aider parce que je crois que l'hôpital de comment on dit, la Tokani, après, ça va être beaucoup, il y aura beaucoup de monde et qu'on a besoin d'un autre centre pour ces personnes-là. Comment accompagner les familles et orienter les consommateurs touchés par l'ICE, un défi que la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie mène chaque jour sur le terrain. Sa présidente, Cathy Godot, est avec nous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Athéna. Alors depuis le début de l'année, votre fédération a mené 285 interventions, soit déjà 2 fois plus qu'en 2025, mais aussi 75 actions de sensibilisation. Qu'est-ce que cette forte hausse révèle de la situation en Polynésie aujourd'hui ? Tout simplement, ce qu'on a dénoncé depuis l'année passée, que la situation est déjà très alarmante, voire critique. Donc, une augmentation du nombre d'interventions dans les familles. On a mis en ligne la ligne verte depuis l'année dernière, en décembre. Donc, une ligne verte qui, malheureusement marche très bien. Donc, la parole s'est libérée au sein des familles. On voit aussi une volonté des familles de vouloir sortir leurs enfants, leurs proches de cette addiction. Est-ce que vous pouvez affirmer aussi ce soir que le nombre de consommateurs a augmenté, en plus du nombre d'appels que vous recevez ? Alors, on avait annoncé déjà un chiffre de 30 000 consommateurs. Nous qui sommes sur le terrain, on est au-delà des 30 000 consommateurs et ça touche véritablement toutes les classes sociales et toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge, le plus jeune que vous avez aidé 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors, dans la majorité des cas, ce sont les familles qui vous appellent directement. Dans quel état de détresse les trouvez-vous exactement ?
Alors, en fonction des situations, et comme tu l'as dit tantôt, donc des familles totalement dans le désarroi. Donc, quand elles font appel justement à la fédération, c'est qu'elles ont un petit peu d'espoir encore pour pouvoir sortir ces proches des addictions. Mais on arrive parfois dans des familles où la situation est grave. On fait appel aux autorités, enfin, en tout cas à la police municipale, à la gendarmerie, à la police nationale aussi, avec qui on travaille de mieux en mieux aujourd'hui. Et cette collaboration, elle doit être, on va dire, sur le long terme, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourra justement mener ce combat, j'ai envie de dire à terme, quoi. En tout cas au mieux. Se pose réellement la question de la prise en charge. Vous vous adressez vers qui exactement? Vers qui orientez-vous les consommateurs, mais aussi leurs familles? Lorsque la fédération arrive justement à prendre en charge, à accompagner ces personnes qui sont addictes, aujourd'hui, soit on les dirige vers le CPSA, soit malheureusement quand la situation est devenue trop grave, quand il y a des tentatives de suicide derrière, donc on les envoie vers le CHPF, bien évidemment, qui aujourd'hui est le seul établissement en capacité de pouvoir accueillir ce profil. Toujours est-il qu'on manque réellement d'institutions pas d'institutions, mais d'établissements pour prendre en charge un centre d'addiction, pour sevrer ces personnes-là. Parce qu'il y a le pôle de santé mentale qui doit encore... Alors on a un pôle de santé mentale qui s'est ouvert effectivement, mais aujourd'hui rien n'est prêt. Sauf que la détresse des familles, elle est journalière, elle est quotidienne. Et c'est là où on intervient de plus en plus. C'est triste. La détresse des familles, justement, vous l'entendez chaque jour. Pour mener vos actions, vous avez cependant besoin de fonds, de subventions. Vous attendez actuellement une subvention, c'est bien ça? C'est bien ça. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la ministre de la Santé qui est en charge justement de cette enveloppe dédiée aux addictions. Donc l'année dernière, le pays nous a accompagnés sur nos actions. Donc aujourd'hui, on reste confiant, positif. On a pu recréer ce lien qui est très positif avec la ministre de la Santé. Donc elle sait exactement quelles sont nos attentes. Elle sait surtout quelles sont les attentes de ces familles qui sont désœuvrées complètement, qui sont dans la détresse, et surtout de ces consommateurs aussi qui ont envie de s'en sortir. Et aujourd'hui, donc, on multiplie nos campagnes de sensibilisation un peu partout. L'équipe, d'ailleurs, je fais un petit coucou à l'équipe qui est actuellement marquise, avec une tournée sur 2 semaines. Il faut qu'on aille justement au plus proche des familles pour les sensibiliser sur les dangers et surtout les conséquences de la consommation d'AIS. Une équipe qui est actuellement aux Marquises, c'est dire aussi que tous les archipels aujourd'hui sont touchés, sans exception. Sans exception, et bon, certaines plus que d'autres, bien évidemment. Donc, il ne faut pas attendre que justement ce fléau gangrène sur l'île. Il faut démarrer parce que l'addiction, elle démarre avant même de l'avoir consommé, la sensibilisation en tout cas. Donc, il faut aller prévenir. Donc sensibiliser au maximum, partout où on pourra y aller, et ça on pourra le faire que grâce à l'accompagnement du pays. Alors ce soir, justement, on entend votre demande d'aide au pays. Vous aimeriez aussi rencontrer le représentant de l'État en Polynésie française. Ça fait plusieurs mois effectivement que nous avons reçu 2 agents de l'État qui nous ont promis et qui nous ont dit que le haut-commissaire allait nous recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été reçus, contrairement à plusieurs autres associations. Donc on estime quand même qu'il y a urgence, et surtout la principale doléance de la fédération, c'est l'augmentation des effectifs qui sont à ce jour en tout cas pas suffisants. Vous attendez quel soutien de lui exactement, concrètement? Qu'on augmente les effectifs au niveau de la douane, au niveau de la surveillance de nos frontières, qu'on augmente les effectifs au niveau de la police nationale, par exemple. On a beaucoup de Polynésiens qui sont dans l'attente de revenir au Fénois. Donc voilà, l'augmentation d'effectifs un peu partout. Alors, Cathy Godot, une dernière question rapidement. Une ONG s'est rapprochée de vous après être placée à Fidji. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, l'aide doit venir de l'extérieur? C'est vrai qu'aujourd'hui, on dépend essentiellement du pays, mais nous sommes en train de faire des démarches justement pour essayer en tout cas d'aller chercher des financements à l'extérieur. On nous a parlé aussi d'une enveloppe de l'État. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons pas du tout les paramètres de distribution de cette enveloppe aux associations. Donc nous sommes aussi dans l'attente à ce niveau-là. Bien, Cathy Godot, les messages sont passés ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Un mot de politique. Le Tapura Ouiratira réunit demain son conseil politique pour clarifier sa position sur la motion de défiance réclamée par le Tavini. Si autonomistes et indépendantistes semblent partager l'objectif de renverser le gouvernement Broderson, la suite reste encore très floue. D'intenses négociations sont attendues toute la semaine. Notre analyse de cette crise politique est à retrouver sur tntvnews.pf. Et puis c'est un problème qui trouble régulièrement l'ordre public, les attaques de chiens, comment prévenir les comportements agressifs et éviter de nouveaux drames. L'éducation des animaux, mais aussi celle de leurs maîtres, constitue l'une des clés. C'est le message porté par le club canin de Tarava où s'est rendu Heirouatouahou. Les dernières attaques de chiens et violences animales observées ces derniers mois relancent le débat sur la responsabilité des propriétaires et l'éducation canine. Une question se pose, un chien agressif peut-il encore être rééduqué? Chien méchant, normalement, ça n'existe pas. Tu as soit des chiens qui sont mal éduqués ou qui agissent par peur pour les attaques de chiens, soit tu as des chiens, comme pour les humains, qui ont un problème au cerveau, qui sont débiles, tout simplement. Donc un chien qui est pas bien dans sa tête, qui est débile, tu peux rien faire. Par contre, un chien qui est mal éduqué, un chien qui agit par peur et tout, ça on peut le travailler. Pour les professionnels, intervenir après un incident est une chose, mais le véritable enjeu reste d'éviter qu'un chien en arrive là. Nous éduquons les chiens, mais aussi les maîtres. On leur rend beaucoup plus responsables de leur animal. Et nous leur fournissons aussi des méthodes pour qu'ils puissent rendre leurs chiens beaucoup plus obéissants. Dans ce club canin, on forme donc aussi les maîtres et on éduque les chiens, mais on se prépare aussi en parallèle pour la Coupe du Pacifique en septembre prochain. Le mot d'ordre reste clair, un chien bien éduqué commence par un maître bien formé, une approche qui mise avant tout sur la prévention pour renforcer la sécurité de tous. On poursuit avec l'une des tendances du moment, les squishies. Moelleuses et faciles à malaxer, ces figurines se vendent comme des petits pains malgré des prix parfois conséquents. Au-delà de l'effet de mode, leur succès s'explique aussi par leur côté ludique et apaisant. Vemi Tierlo et Heirouatouahou se sont rendus en boutique, regardez. En forme de ravioli, de fraises ou de méduses, ils se malaxent et s'écrasent à volonté. En cette période de vacances scolaires, ces objets en silicone souple sont devenus les stars incontournables des sorties en ville. On a ouvert le magasin la première semaine de juin avec des squishies. Et ça n'a pas arrêté depuis, malgré que ce soit les vacances, c'est le produit du moment que tous les gamins veulent. Et donc ils traînent leurs parents ici pour en avoir. C'est le dumpling qui a fait vraiment lancer le mouvement, on va dire. Donc c'est comme un showpo. C'est censé être un produit un peu secret box où on ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur. Et normalement, il y a des modèles plus rares que d'autres. Une chasse au trésor stimulée par les réseaux sociaux qui poussent les plus jeunes à faire étape dans les magasins de la capitale, accompagnés de leurs parents. Je ne connais pas vraiment ce jouet, mais ce sont mes enfants qui connaissent via les réseaux sociaux et donc ils m'ont amené jusqu'ici. Apparemment, de ce que j'ai entendu, il y aurait des squishies rares. Elles ont déjà quelques squishies, mais elles sont à la recherche de celui-là. Donc ça devient quasiment une collection à la maison. Mais au-delà du simple effet de mode et du plaisir de collectionner, ces petites figures révèlent aussi une vertu plus inattendue. Alors on va avoir des enfants, mais aussi des adultes qui viennent. On a été surpris parce qu'on pensait que c'était vraiment que pour les enfants, mais non, il y a aussi pas mal d'adultes qui viennent. Parce qu'effectivement, au lieu qu'il y ait le cerveau dans une période de stress, au lieu que le cerveau il parte dans tous les sens, c'est ce qu'on nous a expliqué, le fait de manipuler le squishy, le cerveau reste concentré sur ce qu'on fait, sur les mains, et du coup, hop, il se remet un peu en place et les gens nous ont dit qu'ils étaient beaucoup moins stressés. Jouets tendance, objets de collection ou anti-stress, le phénomène cartonne dans les ruelles de Papeete.
Nom de code Mission Phoenix, zone d'opération le Parc Vert-Ey à Punaouia. L'association Taïchan Obsersoft a mobilisé ses tireurs pour un scénario grandeur nature entre progression tactique, découverte et initiation. L'équipe tahitienne vice-championne de France de paintball a également pris part à l'opération. Thomas Chabrol et Mérité Atou ont infiltré le terrain. Reportage. Progresser sans se faire repérer, sécuriser une zone, récupérer une mystérieuse arme avant l'ennemi. Au cœur de la végétation, chaque joueur connaît sa mission. Le temps d'une journée, les participants plongent dans un scénario digne d'un film d'action. On monte une histoire, il y a un travail créatif et ensuite on essaye d'imbriquer ça avec le loisir qu'on pratique, qui peut être un sport en fonction de l'intensité qu'on y met, pour que ça puisse être cohérent et que ça permette, on va dire, de fixer des objectifs autres et un peu plus passionnants, un peu plus immersifs. Vous devez rejoindre la zone du crash. L'opération, baptisée Mission Phoenix, raconte le crash d'un hélicoptère transportant une arme de destruction massive. Les deux équipes adverses doivent retrouver le pilote, récupérer des renseignements et neutraliser la menace, tout en évitant une attaque surprise. On essaye d'être entre le scénario de cinéma, mais pouvoir être dans le film, quelque part, au travers de ce loisir airsoft qui nous permet vraiment de pouvoir tirer des projectiles sur d'autres personnes sans les blesser. Pour rendre le jeu plus réaliste, les organisateurs ont multiplié les effets spéciaux, fumigènes, grenades factices. Dans ce décor naturel, les participants sont au cœur de l'action. Quand il y a des scénarios, en fait, c'est vraiment sympa de pouvoir être beaucoup plus nombreux et de pouvoir jouer un roleplay et aller jusqu'au bout, essayer d'aller faire les différentes missions. C'est différent d'un jeu week-end où on est c'est beaucoup plus léger, c'est des petites parties de 15 minutes. Là, ça va durer jusqu'à 16 heures. Impossible de ne pas être touché, une règle essentielle pour éviter de se blesser, le fair play. Quand on est touché, on se déclare, on lève la main, on crie out bien fort pour que l'autre arrête de nous tirer dessus aussi, principalement. Et ensuite, on peut par exemple reculer, on peut retourner jusqu'à notre spawn, donc on a une pénalité avant de reprendre le jeu. La journée ne se limite pas à cette simulation. Les visiteurs peuvent aussi découvrir un stand de tir pour s'initier à la discipline, découvrir des répliques personnalisées et assister à une démonstration de paintball. Invitée pour l'occasion, l'équipe Phoenix Tahiti revient de France avec un titre de vice-champion. En 2024, champion de Nouvelle-Zélande. En 2025, première Coupe du Monde, on est allé jusqu'au podium en Division 5. Coupe du Monde, c'était juste extraordinaire. Et cette année, on nous a invités, à cause de notre deuxième place au championnat du monde, en France. On a été invités, Tahiti, la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique, à participer au championnat de France, où on est arrivé deuxième. L'événement attire aussi des curieux. En vacances en Polynésie, ce participant découvre l'airsoft grandeur nature pour la première fois. C'est une pratique que j'aime bien. On regarde tous sur YouTube un peu 2-3 gars qui en font et j'ai quelques répliques chez moi, mais c'est une première vraiment dans le grand bain, quoi. Au-delà de la compétition, cette journée a permis aux passionnés de se mesurer dans un jeu de stratégie et d'immersion. Ça a tiré également du côté de Raiatea ce week-end. Le championnat de Polynésie s'est achevé sur la victoire de Orohena Adams. Un deuxième succès consécutif au classement général qui conforte sa sélection pour les prochains Jeux du Pacifique. Toanoa Degage, Janos Conrad, Jean-Luc Montuel, Nello Frogier et Hitirere Pouarei se sont également imposés dans leurs catégories respectives. Après les détonations, le silence où la vie prend le temps de germer. Depuis plus de 18 ans, Alan cultive des anthuriums à Tautira, comme ses parents avant elle. Bien connue des marchés et des foires agricoles, elle nous ouvre les portes de sa serre. Heiroatuahu nous y emmène. « 18 ans maintenant qu'Alan cultive les anthuriums. Dans sa serre de 1000 m², on compte plus de 12 000 pots d'anthurium de 12 variétés différentes. Un univers coloré qu'elle entretient avec patience. Mes parents m'ont offert les tout premiers pots d'anthurium et c'est de là c'est parti la passion des anthuriums. Alors je prenais, si j'avais pas cette variété-là, je prenais, j'achetais, j'allais même aussi taper aux mamans de vendre ou de me donner des rejets des variétés que j'en avais pas, quoi. La collection n'a cessé de grandir. Derrière les couleurs éclatantes se cachent des variétés aux caractéristiques bien différentes les unes des autres. Les couleurs des anthuriums, ça reste toujours, il y a rouge, rose, blanc, orange.
Mais après, c'est la forme de la fleur qui va changer, le pistil de la fleur aussi qui change. Après, il y a le feuillage aussi qui change aussi. Il y a des feuillages arrondis, allongés. Une passion qui pourrait laisser penser qu'elle y consacre toutes ses journées. Pourtant, la réalité est tout autre. Je ne passe pas toute ma journée dans la serre. Hein. Mais après, oui, il faut prendre soin de la plante. Donner à manger à la plante, apporter de l'engrais, apporter de l'eau. Ouais, il y a un entretien à faire. C'est ce que je fais alors. Alors, quand même 18 ans, si je tiens le coup, c'est que c'est bon le cap, quoi. Hein. On peut vivre avec. Hein. Après cette fête connaître sur les foires agricoles, les floralies et les marchés, Alan ouvre ses portes au public à compter de demain pour une durée d'1 semaine. Une occasion de plus pour les passionnés ou les curieux de découvrir les milliers de fleurs qui égayent son quotidien. À Rangiroa, le quotidien se vit aussi au rythme des sessions de pêche sur le quai de Avatoru. Un rendez-vous que les habitués ne manqueraient pour rien au monde. Pounoua Toti et Hinate Amare les ont rejoints. Regardez. Comme chaque matin, le débarcadère d'Avatoru s'anime dès les premières lueurs du jour. Les pêcheurs sont déjà au rendez-vous. Certains viennent pour pêcher et vendre leurs prises, tandis que d'autres cherchent simplement de quoi préparer le petit déjeuner familial. Parmi les habitués, Adlus est présent à chaque aurore. Avant de lancer sa ligne, il vérifie minutieusement son matériel. Le secret, c'est juste de pêcher. Tu mets ton haïnou, tu jettes et tu attends. Un peu plus loin, Papa Xavier connaît parfaitement ce spot de pêche qu'il fréquente depuis de nombreuses années. Pour lui, le secret ne réside pas seulement dans la technique, mais surtout dans le choix de l'appât et du leurre. Il n'y a pas de secret, ouais, c'est de l'appât, c'est de la chance. Hein. De la chance, tu attrapes. C'est le point de rendez-vous, en fait. Hein. C'est l'endroit où tu peux avoir du poisson, c'est sur le quai. Hein. En moins d'1 heure, Adlus remplit déjà sa glacière de poissons de différentes espèces. Une partie de sa pêche est destinée à la vente, le reste est partagé avec sa famille pour le petit déjeuner. Une séquence tout en douceur pour terminer cette semaine d'information. Poursuivez avec votre série documentaire Polynésie, le pouvoir des plantes et le téléfilm Un nounou trop craquant. À partir de demain, retrouvez Mika Delattre aux commandes du journal. Excellente soirée et très belle semaine à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.